Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver. Bonsoir capitaine Ali Najab, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur Hamid Barada. Vous êtes notre premier militaire pour parler du Sahara. 40e anniversaire de la Marche verte oblige. Nous allons parler du Sahara, mais d'une manière originale. Ni historique, ni géopolitique, rapport avec l'Algérie, mais d'une manière humaine, simplement humaine. Nous allons consacrer le temps qu'il faut, c'est-à-dire l'heure dont nous disposons, à écouter le témoignage d'un prisonnier, d'un ancien prisonnier. Capitaine Ali Najab, vous avez été prisonnier pendant 25 ans. Oui, 25 ans. En écoutant votre calvaire, on mesurera tout le prix qu'a coûté la récupération de notre Sahara. Et on gardera en mémoire cette vérité d'évidence, le patriotisme a un prix qu'il faut payer, et vous l'avez payé. Ma première question, capitaine Ali Najab, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, une santé qui se dégrade à cause des années passées à Tindouf. Mais si vous me permettez de me comparer à un aigle, je dirais oui, je suis l'aigle, mais devenu très vieux et qui ne peut plus battre des ailes. Pas de maladie grave? Il y a le diabète et toutes ses conséquences. Nous allons parler tout de suite de votre capture, mais bien entendu, nous allons commencer par les circonstances. Pas de la capture, mais de votre présence dans la guerre au Sahara. Vous avez été pilote de chasse dans les FRA, Force Royale Air, début 1976, jusqu'à septembre. 10 septembre 1978. C'est la guerre du Polisario. Votre mission, c'est appui aérien. Oui, notre mission a été d'appuyer les troupes au sol, d'être tout le temps à la recherche de l'ennemi et de le détruire. En quelques mots, c'est ça. Vous aviez une escadrille? Ça prend combien d'avions une escadrille? Moi, j'étais à la tête d'une escadrille F5 à Laayoune, composée d'une douzaine d'avions à peu près et une quinzaine de pilotes. Et un escadron, c'est... Donc ça, c'est 24 avions 24. À peu près. Donc de janvier 1976 à septembre 1978. Oui. L'ennemi est très armé. Oui, nous avions dès le départ affaire à un ennemi qui était très armé. Sur le plan terrestre, ils avaient des 14,5, des 23 mm, des zones de Staline. Des SAM, SAM-7. Et attendez, j'en viens. Et des SAM-7 contre nos avions. Alors nous avons dès le début, nous, plusieurs défis à relever. D'abord les conditions de travail. Pour ce qui concerne les avions, nous avions les Espagnols nous ont laissé des infrastructures minables. Une piste très courte, pas de moyens de navigation au sol pour pouvoir récupérer les SAM. Et nous avions des cartes espagnoles devenues obsolètes. Du côté de l'armée de terre, ils avaient relevé un défi. Il fallait qu'ils s'installent rapidement sur tout le Sahara. Donc il fallait faire vite et traverser des espaces jonchés de mines que le Polisario avait implantés un peu partout. Et puis il avait à faire des embuscades. Et voilà. Mais cette armée a eu du mérite de s'installer en l'espace de 6 mois sur tout le territoire. Comment opérait le Polisario? Par Katiba? Oui, il opérait par... Katiba, c'est 200 hommes. C'est à peu près 130 à 200 hommes avec une trentaine de véhicules, très volatiles, très... Au total, ils disposaient de combien à peu près? À l'époque, on estimait qu'ils étaient à 5000. 5000. Une partie récupérée sur les terres sûres qui étaient chez les Espagnols et d'autres venus de Mauritanie et de Tindouf, des Algériens de Tindouf et de Béchar. Une fois, il y a eu une bataille à laquelle les Algériens ont participé directement. Oui, les premiers à qui on avait affaire sur le plan du feu, c'était les Algériens à Mgala. Nous avons... en janvier 1976. En janvier 1976, il y a eu la bataille d'Mgala où les Algériens ont perdu près de 400 hommes et laissé beaucoup de matériel sur place.
et nous avons fait 106 prisonniers algériens, tous des soldats en uniforme algérien. Ils ont pris leur revanche le mois suivant. 3 ou 4 semaines, 2 ou 3 semaines plus tard, ils sont revenus en renfort, ils ont reçu des renforts de Tindouf et de Pchar, et puis ils ont réattaqué, et ils nous ont un peu malmenés, faisant quelques 30-35 prisonniers, mais l'intervention des F5 les a réduits à néant, et ils ont pris bagage et sont partis. C'est la dernière fois où les Algériens sont intervenus directement. Directement, oui, c'était avec des soldats, avec la présence de soldats algériens. Oui. Mais ils ont continué à nous faire la guerre par Polisario interposé. Polisario interposé, avec des conseillers algériens, de sous-officiers et des fois des officiers aussi. Quel est le rapport de force entre nous et l'adversaire et le Polisario? Bien, nous n'étions pas aguerris contre le combat contre la guérilla. Ils avaient tout le temps l'initiative. Ils avaient une puissance feu et intensité feu considérable. Ils avaient beaucoup de munitions. Nous avions à défendre des positions statiques. Eux, ils étaient dynamiques, donc ils avaient l'initiative. Et ça, c'est une situation difficile. Nous ne pouvions pas faire autrement parce qu'il fallait prendre le terrain. D'abord, les empêcher d'amener des journalistes pour leur montrer qu'ils étaient chez eux, ils n'étaient pas chez eux. C'est à partir de 1979 qu'il y a eu les grandes batailles. Oui, ils ont commencé les grandes batailles avec ce qu'on appelle l'offensive Ouari-Boumediene, dont ils ont fait un grand tapage. Alors là, c'est de grandes unités qu'ils avaient récupérées des camps d'entraînement des Jnéyines, de Cuba, etc. Donc, ils attaquaient des positions fixes. Nous étions sur des positions fixes, donc ils s'approchaient avec des unités énormes. Et ces grandes batailles allaient crescendo, et le nombre de prisonniers devenait de plus en plus nombreux, relativement nombreux, parce que 2300 prisonniers pendant 19 ans de guerre, ce n'est rien du tout. On va parler de votre capture, la date? Oui, 10 septembre 1978. Juste avant? Oui, ça c'était... La dernière photo, c'était la photo que j'avais prise à Laayoune avec ma femme et petite fille de 3 ans. C'était 2 semaines avant ma capture. Donc 10 septembre 1978. Oui. Vous êtes sur un F5. Oui, monoplace. Mission de reconnaissance. Où? Au nord de Smara. Au nord de Smara, oui, c'était au nord de Smara. Et pendant que j'étais presque à la fin de la mission, et soudainement, mon avion prend feu et j'ai deux... moteur. Oui, j'ai 2 lampes à l'intérieur qui m'indiquent le feu aux 2 moteurs. J'ai quand même le réflexe... je savais que j'allais m'éjecter, mais j'ai le réflexe quand même de vider mes poches pour ne pas laisser des documents aux mains de l'ennemi. Quels documents? Par exemple, des documents de fréquence, la carte était bien renseignée, et donc je ne voulais pas que ça tombe entre les mains pour échapper à leurs questions sempiternelles. Donc, et je me suis éjecté. Bon. Et alors? Très bas. D'ailleurs. Comme il y avait un vent très fort, j'ai eu un problème de séparation entre le siège et moi. Donc j'étais obligé d'actionner manuellement, de le taper avec mes talons pour pouvoir me séparer du siège. Et il fallait que je commande l'ouverture du parachute manuellement, donc je me suis éjecté très bas. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir ma trousse de secours. C'est quoi une trousse de secours? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une petite caisse métallique sur laquelle on s'assoit dans le siège et dans laquelle il y a des médicaments, il y a un poste radio. Un dengue? Et un dengue, c'est une petite bague métallique. Enfin, pardon, en caoutchouc. Si vous tombez dans l'eau, ou sur de l'eau, vous puissiez... Une barque? Oui, une petite barque. Et vous vouliez essayer d'aller vers la base? Le vent était très fort, le parachute m'a traîné sur une distance à peu près 30 à 40 mètres. J'étais blessé aux 2 bras, je m'en suis débarrassé rapidement et j'ai marché en trottinant dans la direction de l'une de nos unités au sol. Pendant combien de temps? 30 minutes ou 35 minutes à ma montre, j'avais ma montre. Donc soudainement, il y a 3 GEP qui débarquent, ils tirent sur les côtés, au-dessus de ma tête, et ils arrivent et ils me passent à tabac rapidement. Ils m'attachent les mains derrière le dos. Ils n'arrêtaient pas de taper.
jetés dans une JEP. Ils sont partis, c'était au coucher de soleil. Alors pendant tout le trajet, j'ai perdu conscience. Donc, il vous a assommé? Oui, ils n'ont pas arrêté de taper. Je ne me rappelle pas quand j'ai passé de pass out, comme on disent les Anglais. Donc le lendemain, quand je me réveille, je me trouve en face d'un guerrier, chef terrain, redoutable, connu de notre armée comme étant le plus redoutable combattant du Polisario, Ayoub Lahbib. Ah. Oui. Il était assis sous un acacia. C'est bien celui qui a rejoint le Maroc exactement, l'an 2000. En 2000, oui. L'an 2000. Alors, il me pose quelques questions d'usage et puis il me dit Alhamdulillah, heureusement qu'on t'a capturé. Maintenant, on peut circuler librement de jour comme de nuit. Parce que et les autres ont continué à vous taper ou Non. Il leur a interdit? Tout de suite, il leur a dit arrêtez. Il y avait quelqu'un qui voulait me taper dessus et puis il a arrêté. Donc, ils ont arrêté de me taper dessus. Ils sont restés présents pendant... pendant tout autour, ils étaient en train Combien? de... Ils étaient une quinzaine. Une quinzaine. Ils étaient en train de faire du thé à n'en jamais finir. Et alors, il commençait à me poser des questions. Et il me pose la question suivante. Il me dit Alayoun, tu vis avec ta femme? J'ai dit non. Il y en a un autre qui dit, à côté de lui, pourquoi veux-tu qu'il emmène sa femme? Il a toutes les femmes sahraouies à sa disposition. Alors là, j'ai piqué une crise de nerfs. J'ai complètement oublié que j'étais prisonnier. Je lui ai répondu, j'ai dit, vous n'avez pas honte de nous traiter comme ça? Nous, les Marocains, ne sommes pas venus au Sahara pour ça. Nous sommes venus pour vous sauver. Alors l'Habib Ayoub, il me dit, de qui? Et puis il se tait, moi je ne réponds pas. Il me dit des Algériens. Je ne réponds pas. Alors j'ai dit, nous sommes venus, nous avons une dette envers vous, parce que nous vous avons laissé longtemps en main des Espagnols, et nous sommes venus récupérer et la terre et les hommes, et même les animaux et les vipères. Il y en a un qui me dit, Inch'Allah, ta'addak al-fa'adi. Enfin, elle te mordra. Elle te mordra. Enfin, je crois Ayoub Lahbib n'a pas branché. Et j'ai remarqué chez lui un moment d'absence. Certainement, nous sommes venus récupérer pas uniquement la terre, mais les habitants et les animaux, etc. Et puis la Land Rover est arrivée? Il y a une Land Rover qui est arrivée, on embarque. Sur le chemin, il tire un lièvre. Pour déplacer le Habib. Hein? Pour déplacer le Habib. Oui, non, il continue à aller, je ne sais pas où il allait, certainement rejoindre les autres unités, l'unité vous êtes principale. monté sur la Land Rover, le Habib et vous? Oui, il y a d'autres, 3 ou 4 Land Rover qui nous suivaient. Alors, il tire un lièvre. Avec son Kalachnikov, canon long, il tire un lièvre et puis il dit, bon, ce sera le dîner pour notre invité d'honneur. Et puis on a continué à circuler. Ouais, il leur demande de faire un repas avec le lièvre. Oui, avec du riz et le lièvre en question. Ensuite Ensuite, le lendemain, on embarque pour aller à Tindouf. On m'en a mis 3 ou 4 jours pour aller à Tindouf. Je ne l'ai plus revu après. Ayoub Lahbib, il a disparu de la circulation. Et on vous remet? En arrivant à Tindouf, on me ramène directement chez Mohamed Abdelaziz. Excusez-moi, est-ce que vous l'avez revu quand il est rentré au Maroc? Ayoub? Oui. Oui, je l'ai revu. Je me trouvais à l'hôpital militaire Mohamed V. Il y a un colonel-major qui m'a dit, votre copain est là. J'ai dit, quel copain? Il m'a dit, Ayoub. J'ai dit, moi, je n'ai rien à voir avec lui. Non, il faut que tu viennes voir, etc. Alors, quand ils lui ont dit, il avait subi une opération chirurgicale du cœur, sur le cœur, et quand ils lui ont dit, voilà Najab, etc., il s'est levé avec son fusion, etc., pour me saluer, etc. Yougibi, Najab, etc. Pendant ce temps-là, il y a une femme qui entre, son épouse, Fatma Al-Ghalia. Cette Fatma Al-Ghalia fut l'une des filles
qui étaient dans ma classe quand on leur donnait des cours d'anglais. Parce que le chef de la sécurité militaire à l'époque... à un moment donné, ils vous ont demandé de donner des cours. C'est Ahmed El-Batal. Il m'a dit, vous, votre roi, vous considérez ces petits-enfants comme de vos enfants? J'ai dit oui. Alors il m'a dit, vous allez, avec quelques-uns de vos camarades, leur donner des cours d'alphabétisation en anglais. On revient à la capture. Donc on vous conduit à Raboni, et c'est là que vous voyez Mohamed Abdelaziz. Je vois Mohamed Abdelaziz. Il n'avait pas fini de poser 2 ou 3 questions lorsque 3 officiers algériens sont entrés, un capitaine et 2 lieutenants, sans conférir. Ils lui demandent, ils lui disent, nous allons l'emmener. Étonné comme de cette phrase, il se lève et il sort sans leur dire un mot. Et puis on m'embarque, il m'amène à Tindouf. Arrivé au QG de l'armée algérienne, ils me mettent dans une cellule au sous-sol. Avec des menottes? Ils me mettent les menottes aux mains et aux pieds. Les mains derrière le dos et les menottes aux pieds. Pendant 3 jours. Oui. Et à ce moment, l'interrogatoire commence. J'avais en face de moi 2 lieutenants de l'armée de terre et un pilote d'hélicoptère. Je peux le nommer, Ouatsmitou Khalifa, et l'autre, Hicham. Alors, le lieutenant de l'armée de terre était très, très farouche. Ils n'avaient pas ménagé leurs mots pour m'insulter, pour me torturer psychologiquement avec des insultes de toutes sortes, des invectives à l'égard de notre roi et de nos institutions. À chaque fois qu'ils n'étaient pas contents de ce que je leur disais, ils m'envoyaient 2 gus dans la cellule pour me battre. Ils voulaient à tout prix me faire signer un document compromettant. Qu'est-ce qu'il y avait dans le document? Il fallait que je reconnaisse que l'aviation avait bombardé les populations civiles. Alors j'ai complètement refusé parce que ce n'était pas vrai. Donc j'ai complètement refusé. Et leur acharnement me faisait prendre conscience à quel point le conflit du Sahara avait un intérêt capital pour l'Algérie. Ça a duré 1 mois et demi? Ça a duré 1 mois et demi. Comment je me suis aperçu, c'est que quand ils m'ont capturé, je n'avais pas un poil sur mon visage. Et après 1 mois et demi, j'avais une barbe hirsute. Et la moustache que vous allez voir sur une des photos en témoigne. C'est cette photo-là? C'est cette photo-là, mais qui a une histoire. Cette photo-là, on va en parler tout à l'heure. Ah non, pardon, tout de suite. Non, pas tout de suite. Eh bien, cette photo, la première présentation à la presse, et le capitaine en question, militaire habillé en civil, il me pose la question, il me dit, capitaine, vous avez la caméra de télévision en face de vous, la caméra algérienne. Il m'a dit, quel était votre sentiment quand vous bombardiez les populations civiles, les femmes, des enfants, des vieillards, etc., etc. Alors, suite à quoi je réponds du tac au tac, j'ai dit, je vous défie, et je défie le Polisario de m'amener un seul Sahraoui, ou un enfant qui témoigne qu'il a été bombardé par l'aviation, et je donne ma tête à couper. Bon, il y a eu un calme, où les journalistes qui étaient autour se sont tus, et puis au moment où ils sont partis, il y a un journaliste qui revient. Et c'est celui qui a pris cette photo-là. Il avait pris cette photo-là. Alors il me demande, comment avez-vous reconnu, comment savez-vous que la personne qui vous a posé la question était capitaine? Alors j'ai dit, c'est lui qui m'a fait passer l'enquête à Tindouf, au QG de l'armée algérienne. Et puis il appelle un autre journaliste, il dit, Bernard, viens voir. Voilà, etc. Ah bon, c'est eux qui vous interrogent, etc. Et sur ça, nous avons arrêté de parler, ils sont partis. C'était un journaliste de l'Humanité? Non, c'est pas celui-là. Ce journaliste, c'était le photographe de la maison Sigma. D'accord. Et le journal de l'Humanité, vous avez posé des questions? Et le journal de l'Humanité, il me demande, capitaine, pouvez-vous nous dire à qui appartient le Sahara occidental? J'ai dit, quand vous m'aurez dit à qui appartient l'Alsace et la Lorraine, je vous dirai à qui appartient le Sahara. Alors, ça n'a pas plu. Et chaque fois que les réponses ne plaisaient pas au Polisario, etc., il y avait des remontrances, soit qu'on nous mettait au soleil pendant des heures, soit on agissait sur l'alimentation, soit on agissait sur le... Et puis toujours des représailles. Vous savez qu'ils peuvent vous torturer en vous laissant une journée entière sans sortir pour faire... Sinon votre respect et le respect des téléspectateurs
pour faire vos besoins et pour vous laisser là 24 heures, même 36 heures, 48 heures, etc. Là, il y a une photo avec Andrew Young, Oui. qui Ça, c'était était plus ancien tard. ambassadeur. Ça, c'était Oui. plus tard, dans les années 80. Ancien ambassadeur des États-Unis Ancien à ambassadeur New York. des États-Unis aux Nations Unies à New York. Oui. Alors, il arrive, parce que j'avais déjà rencontré un autre sénateur avant, et ce sénateur lui avait parlé de moi. Il arrive, il me prend par le bras, et il m'éloigne du groupe des journalistes qui étaient autour, et il me parle en aparté. Alors, première question, il m'a dit, en quoi l'indépendance du Sahara fera-t-elle du mal au Maroc? J'ai dit, je vais vous répondre avec une citation de notre roi Hassan II. Il dit, si nous ne récupérons pas le Sahara, les Marocains, moi-même en tête, devront être inquiets quant à l'avenir du Maroc en tant qu'État et en tant que communauté. Et c'est tu. Il m'a dit, les prisonniers? J'ai dit, oui, monsieur le... Je crois qu'il peut être sénateur aussi. J'ai dit, Excellence, quand vous nous donnez des armes, ou vous nous vendez des armes d'une portée de 400 mètres, le Polisario reçoit de la part des pays de l'Est, y compris l'Algérie et la Libye, des armes dont la portée est double, 800 mètres. C'est comme si vous combattiez contre un boxeur qui a les bras 2 fois plus longs que vous, et il vous donnera des coups, vous n'arriverez jamais à l'atteindre vous-même. Donc, alors, il sourit. Il me dit, vous avez un message à transmettre à votre famille? J'ai dit, non, pas à ma famille. Un message que je voudrais vous transmettre à vous et aux Américains. To the United States of America. Il me dit, ouais. Vous l'avez dit en anglais? Oui, nous parlions anglais. Oui. Parce qu'il faut... Alors, je lui ai dit, je vais vous dire en français ce que je lui ai dit en anglais. J'ai dit, Morocco has been linked. C'est-à-dire attaché au monde occidental et au monde libre depuis des siècles. Je ne veux pas ramener ce leitmotiv que nous avons reconnu, les premiers à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Je laisse ce côté. Nous avons fait notre devoir. Mais je vous reparle de la Première Guerre mondiale. Le Maroc était à vos côtés. Deuxième Guerre mondiale, le Maroc était à votre côté. En Indochine, le Maroc a combattu les communistes et nos enfants sont morts avant vos djihadistes en Indochine. Zaïre, et j'en passe. Et pour une fois que le Maroc a besoin de vous pour le soutenir à parachever son intégrité territoriale, vous tergiversez. Il me regarde, il me sourit, il me tape sur l'épaule et il me dit « Don't worry ». Ne vous inquiétez pas. Et je vous promets, il me dit « I promise you that your message will be passed through ». Je vous promets que votre message sera passé. Les représailles. Ah, les représailles comme celle-là, on me pose la question. Il y avait, parmi les journalistes, il y avait aussi le frère de notre président de la Chambre des conseillers, Brahim Cheikh Biadillah, qui est le frère de Mohamed Cheikh Biadillah. Il assistait au... Il avait insisté. D'abord, quand je lui ai dit à propos des bombardements, il m'a dit, bon, on vous apportera des preuves, mais ils ne les ont jamais apportées. Donc, on fait ce charge. Et puis, des fois, alors, des remontrances, comme je vous ai dit, des punitions, soit qu'on laisse des heures debout au soleil, soit qu'on vous punit sur l'alimentation. Et ensuite, il y a une cabane dans laquelle vous étiez enfermé. Alors, c'est là, quand je suis arrivé, j'ai vu les soldats, quelques 400 soldats entassés dans des trous. Des trous. On m'a mis dans un petit trou pendant 2 ou 3 jours avec eux. Alors, ils étaient là, dans un état piteux, crasseux, avec des cheveux longs, des barbes hirsutes, la majorité pieds nus. Ils étaient là, à me regarder avec des yeux hagards, augmentés par la peur et la tristesse. Et je leur parlais de temps en temps, comme on m'a vu en train de leur parler. Ils m'ont mis dans cette cabane. Et avant que je n'oublie, comme ils étaient au rassemblement, il leur arrivait d'être fouettés devant moi. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains plusieurs fois
pour aller les arracher des mains des gardes qui les battaient. Bon, je n'avais pas peur d'être battu à mon tour, moi je m'en foutais. L'essentiel, il fallait que je fasse ce geste-là devant les soldats. J'étais officier, il fallait que je fasse quelque chose. Donc je l'ai fait. Et là, ils vous ont enfermé de nouveau. Et là, ils m'ont mis dans cette cellule-là, tout seul, etc. Mais ça n'empêche que... C'est la photo qu'on a vue. Et cette cellule-là, on l'avait agrandie quand mes camarades sont revenus d'Algérie, qui étaient déportés en Algérie, on l'a agrandie. Et de là aussi, nous avons tapé cette porte-là, je me rappelle très bien, avec le compte-pied. Et je suis sorti pour leur enlever des mains avec un camarade, le lieutenant Rahmani Mohammadi, qui m'a accompagné dehors pour demander au chef de poste d'arrêter de taper sur ce soldat. Travaux forcés. Alors, comme le nombre de prisonniers allait crescendo, les prisonniers étaient... Tout ce qui a été construit au sud d'Indouf, en bâtiments, en hôpitaux... C'est les prisonniers. C'est les prisonniers sous le fouet. Les hôpitaux... Les écoles... Tout. Les bâtiments. Les bâtiments, les puits. Il y a même qui sont restés ensevelis dans des puits parce que... Sous le fouet. Non, je vous dis, ceux qui creusaient les puits, plusieurs sont restés ensevelis sous les décombres parce qu'il y a l'effondrement des parois qui sont... Ils vous obligeaient à donner votre sang. Oui. Les prisonniers étaient obligés à donner leur sang plusieurs fois par an. Moi, j'en ai donné, je crois qu'une année, je l'ai donné 3 fois. Donc, il y en a qui portent encore des séquelles jusqu'à présent, parmi les prisonniers libérés. Il y a eu un incident avec un Iranien, un personnage iranien, lors d'une des rencontres. Ils vous ont présenté le ministre des Affaires étrangères iranien, Ali Akbar Wilayati, leur a rendu visite. Le ministre des Affaires étrangères. Sur Khomeini. On l'a amené nous voir. C'est nous qui ont amené le voir. Ils ont dit, il y a un officier ici qui a fait un stage chez vous de 8 mois sur le F5, etc. Et s'est mis devant moi, il a commencé à nous insulter notre roi, nos institutions, etc. Et il m'a dit, souhaitez avec moi que Dieu fasse en sorte que Hassan II meure le plus tôt possible. Dites Amen. Alors moi, je l'ai regardé dans les yeux. Et puis, j'ai complètement que j'étais prisonnier. Et je traitais ce ministre de tous les noms. Vous l'avez insulté? Oui, indirectement. Enfin, je ne me rappelle plus, mais je lui ai sorti des choses désagréables. Il a interrompu sa visite. Et sitôt qu'il avait traversé le portail, le chef du centre, qui était le frère du ministre de la Défense, soi-disant de Polisario, a ordonné à un autre de me taper dessus. Il m'a ensanglanté le visage, etc. Et ce quelqu'un, il s'appelle Philippi. Il est de retour, il est ici au Maroc. Vous l'avez revu? Je l'ai revu, je lui ai dit, tu ne trouves pas que c'est mieux ainsi? Il m'a dit oui, c'est pour ça que je suis revenu. J'ai dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, mais je te demande à toi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, réconciliation, mon cher ami, réconciliation. En cellule pendant 11 mois, alors, refus des émissions. Quand nous sommes après... accéléré. Oui. Pendant qu'il me tapait, il y a un de mes camarades qui n'était pas content. Ils lui ont fait la même chose. Une fois de retour au centre, ils nous ont mis dans des cellules séparées pendant 14 jours, les bras liés derrière le dos et les pieds. On amène les bras avec les dés. Pendant le mois de novembre, il faisait très froid. Sortis de là, ils nous ont mis dans une cellule ensemble pendant 11 mois. La situation a changé relativement avec la visite du CICR, qui a eu lieu. Permettez-moi de vous dire aussi qu'ils nous ont torturés parce qu'on a refusé de parler à la radio. Oui. Et moi, ils m'ont torturé parce que j'ai refusé de parler à la radio pendant 48 heures, transporter une perruque de 25 kilos sur le dos avec une chemise en nylon, au mois d'août, les pieds nus, en courant. Alors, imaginez un peu la situation. La situation a changé avec les visites du CICR. Oui, la première fois que En quelle année? Le CICR nous rend visite officiellement, c'est en 1994.
mais le mal était déjà fait. Nous avons contracté toutes les maladies possibles. Là, il y a une photo. Celle-là, c'est une photo qui a été prise en 2003. Avec le délégué du CICR. Ils sont venus le jour où ils sont venus nous chercher. Cette photo a été prise le jour où ils sont venus nous chercher. Mais le mal était déjà fait. Mais avec le CSR, quand même, il y a des choses qui ont été obtenues de la part du Polisario de l'Algérie. D'abord, l'organisation du travail, une journée de repos, les colis qui nous arrivent de nos familles, les lettres, organiser le courrier, médicaments, etc., etc. Vous m'excusez, on accélère parce que le temps presse. En 91, fin de la guerre. Fin de la guerre. Mais nous n'avons pas été libérés pour autant. Nous sommes restés 13 ans après. Il y avait 2300 prisonniers. Oui, à peu près. Allez-y. 2300 prisonniers, mais le Polisario nous a gardés contre la volonté du Maroc, contre la volonté des Nations Unies et contre la volonté des instances internationales. Ils nous ont gardés 13 ans après le cessez-le-feu. Et pendant toute cette période-là, comme avant le cessez-le-feu, la torture était systématique. Les derniers qui sont morts sous la torture, c'est en l'an 1998. Quel est le bilan des morts? Nous avons enterré nous-mêmes 46. 46. Le cimetière des prisonniers existe toujours à Tindouf. 2003, votre libération. Oui, 2003. Vous avez beaucoup changé. Bah oui, c'était... juste avant la libération. Juste avant la libération. Vous avez été libéré avec 343. Oui, 343 prisonniers. Quelqu'un vous dit quelque chose au moment de la libération? En sortant du centre, il y a un prisonnier qui me dit « Ma capitaine, عندك نسانا. Ne nous oublie pas. » Et ça m'a bouleversé. Et j'ai passé 1h30 dans l'avion à penser à lui. Et vous avez pensé à lui après Après, en organisant une campagne. Vous avez participé à une campagne. Quand je suis avec ma maman, je suis parti avec ma femme à Genève. En 2004. En 2004, nous avons visité le CSR auquel j'ai dit toute la vérité sur le traitement des prisonniers, sur le traitement inhumain des prisonniers. Nous avons donné des conférences de presse à l'ONU et Tawfiq Debab de 2M a filmé tout ça. Et vous avez été aussi à Washington. Quand on a ramené, ça a été vu à 2M et tout ça, ça a plu. Et on a été à Washington et là, pour rencontrer John McCain, Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International. John McCain a envoyé une lettre. Et John McCain a envoyé une lettre sur laquelle il exige la libération des prisonniers marocains sans condition. Qui vont être libérés grâce à une intervention d'un autre sénateur. Le sénateur Logan, sénateur auprès de la Maison-Blanche, c'est lui qui va les chercher à Tindouf pour les ramener à Agadir. Voilà. C'est en août 2005 2005. Les 404 les 404 vont être libérés. Votre tour, vous êtes accueillis à la base de Meknes. Oui, on nous a organisé, moi et mes camarades pilotes. Une cérémonie. Une cérémonie. Je remercie le colonel Khaldouni qui nous a accueillis très très bien. Et nous avons rencontré nos camarades pilotes, les anciens et les moins anciens et les plus jeunes. La cérémonie familiale. La cérémonie familiale, oui. Ma femme a organisé une grande fête avec M. Biaz et ma famille tout entière, un accueil chaleureux. Qui c'est M. Biaz? M. Biaz, c'est l'ancien directeur de l'ONDA. Ah. C'est mon beau-frère. Ah, d'accord. Alors, et ma femme a tout préparé pour m'accueillir dans une atmosphère très agréable. Elle a prévu... J'ai retrouvé un toit, j'ai retrouvé une famille unie. On va en parler. Etc. Je vous bouscule. Là, c'est les 404 à Agadir. Je fais le déplacement avec un de mes camarades qui est ici, là. C'est lui que vous avez dit, ne n'oublie pas. Il y en a un, je n'arrive pas à le reconnaître ici, mais c'est lui qui m'a dit ça, et parmi les 404. Quand le Maroc est vu de Tindouf,
Ah, par nous-mêmes, par les Oui. prisonniers. Je ne vous cache pas qu'au début, quand les prisonniers commençaient à arriver, nous avions eu peur. Moi, j'ai eu peur De perdre le Sahara. de perdre le Sahara. Mais j'avais beaucoup d'espoir. Vous savez, je vais dire une phrase très lourde. Nous, les Marocains, nous ne savons nous débrouiller que dans l'improvisation. Et cette guerre, nous ne l'avons pas préparée, mais nous l'avons gagnée en faisant de la bonne improvisation. Comment était le Polisario? Inquiet, bouleversé par les changements? Il y avait une radio qui a joué un rôle déterminant. Oui. C'est Midi 1. Elle était écoutée dans tous les campements, dans tous les campements chez les Sahraouis qu'on traite de réfugiés. Mais en vérité, ce n'étaient pas des réfugiés. Mais moi, je les ai vus ramassés par les troupes algériennes. Je faisais de la reconnaissance. Donc, et elle était écoutée en cachette et elle a joué un rôle. Si bien que les gens, moi j'ai entendu des gens de la sécurité dire de leur radio Polisario, c'est la radio, tout va bien. Et vous écoutiez la radio? Vous avez réussi à avoir des radios? Oui, mais nos soldats sont de grands débrouillards. Ils sont arrivés à se procurer des postes radio, à fabriquer des postes radio, et on écoutait en cachette, la nuit. Télé? Hein? Vous avez une télé à la fin? À la fin, le CICR a négocié avec l'Algérie et le Polisario de nous installer une TV. Alors ils ont voulu nous montrer uniquement la TV, la chaîne algérienne. Nous avons refusé, on a dit si on ne peut pas voir la chaîne 1 et 2M, de aller à la télévision. Et nous avons eu gain de cause. Vous regardez 2M? Oui, on regardait 2M. Vous avez un souvenir précis? Oui, ben, je vais vous dire une chose, c'est que la radio 2M et Midi 1 Télé? ont joué un rôle considérable auprès des populations. Parce qu'avec 2M, on avait de très bons programmes, des reportages, et on avait une image approximative correcte, approximativement suffisante de toutes les transformations qu'il y a eu au Maroc, et ça nous faisait chaud au cœur. Comment la mort de Hassan II a été vécue là-bas? Pour nous, c'est un choc, un peu stupeur, mais je dois témoigner que le Polisario et les Sahraouis, ils nous ont d'habitude quand il y a un événement au Maroc, on nous amène à la radio, on amène des Marocains à la radio pour commenter, etc. Ce jour-là, rien. Ils n'ont pas fait de commentaires, ni devant nous, ni ailleurs. Ils ont été calmes. En 84, le Maroc prend avantage. Oui, les choses commençaient à changer sur le terrain à partir de 1984, date à laquelle, je crois, Sa Majesté Feu Hassan II avait dit que maintenant, à partir de maintenant, je vais vous doter de l'armement qu'il faut pour faire face à votre ennemi. Et c'était le cas, effectivement. Nous avons, l'armée de terre a commencé à avoir des armes aussi performantes que celles du Polisario. Donc. Et progressivement, et c'est là l'erreur du Polisario et de l'Algérie, ils ont accepté inconsciemment d'être ramenés à la guerre classique. Et le Maroc, les forces armées royales les ont poussés à venir à la guerre classique. Et la guerre classique, nous étions les plus forts. Comment vous avez retrouvé votre famille? Là, j'ai une photo. Bon. Il y a votre fille qui avait 3 ans. Ma fille qui a 3 ans et celle qui était à ma gauche. Et je l'ai trouvée enceinte. Elle nous a donné une petite fille qui est là. Et votre épouse? Et mon épouse. Alors, mon épouse, à laquelle je rends un très grand hommage, elle a fait de ma fille une universitaire. Elle s'est sacrifiée pour sa fille. Elle est enseignante elle-même. C'est professeur d'histoire et de géographie. Oui. Et retour, j'ai retrouvé un toit, j'ai retrouvé une famille, un chez-moi très agréable, chose que malheureusement mes camarades soldats n'ont pas peut-être toujours retrouvé. Qu'est-ce qui vous a surpris au Maroc?
le Maroc a terriblement changé sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de l'équipement, sur le plan... les Marocains ont changé aussi, sont devenus beaucoup plus... dynamiques, rompus aux technologies modernes, le portable, l'ordinateur et tout ce qui s'ensuit. Et donc, le Maroc a changé. Sauf sur le côté patriotique. Je trouvais quand même le sentiment patriotique s'est amenuisé un peu depuis que j'ai quitté le Maroc. Je ne sais pas comment... Une jeunesse, par exemple, ce qui m'a énormément surpris, fait mal. Lorsque je trouvais des jeunes avec leurs parents, qui connaissaient l'histoire du Barça et du Real Madrid, beaucoup plus qu'ils ne connaissaient l'histoire du Sahara ou l'histoire du Maroc tout court. Capitaine, on va parler de vous, de votre itinéraire. Très rapidement, parce qu'on a gaspillé beaucoup de temps. Ouais, vous me forcez à raconter en l'espace d'une heure ce que j'ai vécu pendant 25 ans. Et là, c'est la règle du jeu. Ben, d'accord. Vous êtes né en 1943. Oui. Au Moyen Atlas. Au Moyen Atlas, dans un village qui s'appelle Maghraoua, qui est au pied de la montagne la plus haute du Moyen Atlas, Bouiblan, ou Moussa Salat, si vous voulez. Une mère d'origine berbère, d'une grande tribu Beni Warain, ou Ait Warain, ça dépend des... Et d'ailleurs connus pour leur courage, parce qu'ils ont fait face à la pénétration coloniale française jusqu'en 1926. Le grand-père Mon grand-père était un frère qui passait par le Kharouyine et qui est venu chez les Beni Warain, s'est installé chez les Beni Warain pendant la pénétration française. Le père était dans l'armée française. Oui, il est dans l'armée française. Mais il était aussi dans l'armée de libération. Mais il a travaillé pour l'armée de libération sans quitter l'armée française. Il a fait passer des armes, des munitions, etc. Il faisait des renseignements aussi pour l'armée de libération. Donc c'est un nationaliste, il vous a élevé dans le nationalisme. Oui, à l'époque, il n'y avait que ça. Il n'y avait que le sentiment nationaliste, gare à celui qui n'était pas fidèle. Vous êtes 8 enfants, tabakallah, 6 garçons et 2 filles. Oui, famille nombreuse. Vous êtes l'aîné. Très condition modeste aussi. Vous êtes l'aîné. Oui, je suis l'aîné. Le père a fini sa carrière dans l'armée royale. Non, dans les forces auxiliaires, oui. Forces auxiliaires, il était adjudant-chef. Très bien. Voilà. L'école. Oui. Le collège à Taza. Je fais le collège à Taza. Alors ici, c'était dans un collège technique. Je suis là, là où il y a la croix. C'était tout jeune, tout petit. Après le collège, vous faites une pause d'une année pour travailler. Oui, pour aider mon père, parce que mes frères venaient de naître, donc il fallait leur donner un coup de main. Après, vous faites une école technique. Une école technique à Casablanca, école Jules Ferry. Mais ça ne m'a pas suffi. Il fallait que je fasse mes bacs. Et je me suis... Vous avez passé un concours. J'ai passé un concours au lycée de Khawarizmi. Qui était aux mains de la mission culturelle française, comme le lycée de Descartes ou le lycée Lyoté. Donc c'est un bac, j'ai passé un bac à l'Académie de Bordeaux. Là, on vous reconnaît, vous êtes là. Moi, je suis là. Et on reconnaît quelqu'un de célèbre. Oui, mon ami Driss Jto. Driss Jto qui est là. L'ex-premier ministre, oui. Le deuxième à droite. Oui. Et à côté de lui, Jauhari, qui était le mécanicien navigant dans le Boeing le jour du coup d'État de 1972. À côté de Khabbaj. À côté de Khabbaj, qui a fait un très, très, très bon boulot pendant l'incident. Le bac en 64. Oui. C'est un bac maths technique. Maths et technique, oui. En 65, vous présentez un concours. Oui. De pilote. Pour faire pilote chez la RAM. On nous envoie en France dans un centre de sélection qui s'appelle Saint-Yon. À Saint-Yon, on fait des missions, et puis à la fin, ils ont retenu 2 sur les 5. Et plus tard, je reviendrai à l'école. Vous n'avez pas été retenu? Non, je n'ai pas été retenu, mais je reviendrai plus tard, et je demanderai à M. Tardy de me révéler ma note. Il m'a dit que vous avez eu 15,5. Alors j'étais étonné
C'est-à-dire la meilleure note et vous n'êtes pas retenu. Peut-être la meilleure note, oui. Mais pas retenu. Mais pas retenu. Il y avait d'autres qui n'ont pas été retenus aussi. Mais vous avez la meilleure note, vous aurez dû être retenu. Je ne sais pas est-ce que la 15,5 était la meilleure note ou pas, mais enfin... En tout cas, vous n'en tenez pas compte et vous engagez dans l'armée royale. Moi, j'étais obnubilé, vous savez, ce rêve que j'avais fait tout jeune. On en parlera après. Oui, jeune. Je me suis engagé dans l'armée de l'air, illico presto. Et vous faites un stage? On m'envoie aux États-Unis pour faire pilote de transport. Après un an de langue? Non, un an, non, peut-être 3 mois de langue à Lackland. De langue technique, si vous voulez, aéronautique. Alors, j'en sors major de promotion. Et au retour, voici la plaque commémorant le Outstanding Graduate Student. Vous êtes major de votre promotion? Je suis major de mon promotion. Au retour, mon commandement décide de m'envoyer faire instructeur à Olna et puis faire l'école militaire de l'air à Salon-de-Provence. À l'issue de ça, mes instructeurs de l'école d'instructeurs me recommandent pour faire la chasse. Et mon commandement m'envoie pour faire l'école de chasse en France. À Tours? À Tours de Saint-Symphorien. Et là, c'est mon avion d'entraînement T-33 au moment où je partais solo. La première fois que je vais partir tout seul dans cet avion, ma mission solo, c'était là, cette photo-là. Donc vous êtes pilote de chasse en 1971. Vous rentrez au Maroc. Oui. Vous êtes à la base de Meknes. De Meknes. Oui. C'est l'année du coup d'État. 71. 71, et l'année suivante, ça va être le Boeing. Oui. Comment vous réagissez au coup d'État? Franchement, j'étais énormément choqué. J'estime, en tant qu'officier, et je vous le dis du fond du cœur, quand on n'est pas d'accord avec son roi, on va le lui dire, et on dépose l'uniforme, on lui dit, Sa Majesté, je vous dépose mon uniforme, et je m'en vais, si je fais de la politique, je m'en vais dans un parti politique. Mais jamais poignarder dans le dos. Parce que c'est traître, et ce n'est pas loyal. C'est contraire au code d'honneur d'un soldat. C'est contraire au code d'honneur. Trahison est une chose condamnable chez un militaire. Et les F-5 sont déplacés de Kénitra à Meknes. Vous faites un stage en Iran? En Iran de 8 mois, oui, pour être transformé sur F-5 parce que nous ne pouvions pas partir aux États-Unis. Les relations étaient mauvaises? J'estime que les relations n'étaient pas très bonnes à ce moment-là. Sous Carter? Sous Carter, oui. Et vous êtes commandant d'escadrille? Oui, je commande une escadrille d'entraînement des jeunes pilotes, en même temps commandant d'escadrille d'une escadrille de reconnaissance photo, et en même temps je suis désigné par Sa Majesté comme officier de sécurité des vols pour la prévention des accidents aériens. En 1976, vous allez à Laayoune? Je m'en vais à Laayoune, oui, j'étais là. Le voilà. Alors, cette photo-là, avec ma combinaison de vol, que je n'enlevais jamais que qu'après le coucher de soleil. Capitaine Najeb, 25 ans, c'est beaucoup. Oui. Vous avez des regrets? Non, aucun. J'estime que j'avais fait mon devoir. Point barre. Et si c'était à refaire, je referais. Comment on peut résister pendant 5 ans, 25 ans? Comment ont résisté les autres? Vous avez résisté grâce à quoi? C'est une excellente question. D'abord, la foi. Moi, j'avais la foi en mes capacités personnelles, mon background, etc. Et c'était la même chose pour tout le monde. Ensuite, il y a la foi en Dieu. Avec la foi en Dieu, on peut déplacer des montagnes de soucis, de tourments et de tristesse. Il y avait la foi en notre patrie. Victor Hugo disait, quand on regarde la figure de la patrie, on voit le visage de sa mère. Et ça, c'était une chose qui nous revenait constamment à l'esprit, surtout avec la citation de Hassan II. Vous répétez toujours. Qu'on se répétait toujours.
il y avait aussi la foi en nos familles. Moi, j'avais la foi en ma famille, j'avais l'espoir qu'un jour je reverrai ma femme, etc., etc. Donc, il fallait entretenir les rêves pour ne pas les détruire. Donc, il y avait la foi en nous-mêmes, entre nous, la solidarité. Il y avait une cohésion totale. Cohésion totale. Il y avait le Jamais de respect. problème. Nous avons décidé d'abord d'oublier nos grades pour dire, moi je leur ai dit, je dis, moi je suis votre capitaine, soit, mais je suis votre frère. Ici, nous sommes des Marocains, des frères, etc., etc. Il faut rester unis. Ne pensez pas à nouveau à vos familles, l'État s'en charge. Et entretenez, prenez soin de vous-même, prenez soin des malades, etc. Donc il y avait toute une fraternité, une fraternité qui était soutenue et entretenue. Il faut reconnaître. Jamais de problème. Jamais de problème. Extraordinaire. Jamais de dispute. Incroyable. Jamais de dispute. Les Marocains ne sont jamais venus au point. Merci, mon capitaine. Je voudrais terminer avec une histoire que vous m'avez racontée, qui s'est déroulée à 11 ans. Oui, j'étais à la veille de passer mes examens d'entrée en 6e et de certificat d'études en 53, je me rappelle très bien. Ma mère entre dans la chambre et me trouve en train de coller une photo d'un pilote américain que j'avais déchiré dans une revue, je ne sais pas, et j'avais collé sur le cahier. Sur un de mes cahiers. Elle me prend par l'oreille ou par les cheveux, je ne me rappelle plus. Elle me dit, au lieu de te réviser pour tes examens, tu t'amuses. Allez, ramasse. Fais-moi disparaître tout ça. Je mets le doigt sur la photo du pilote américain. Je dis, quand je serai grand, je serai pilote comme lui. Comme elle ne savait pas ce que c'est que pilote, elle me dit, pilote, c'est quoi? Je dis, نسوق الطيارة. قالت لي ولدي كتحلم تسوق الطيارة كتحلم. Vous rêvez? Tu rêves? Tu rêves. Et c'était le mot rêve. Et c'est peut-être ce rêve-là que je vais rejeter dans mon subconscient qui a fini par forger mon destin. Alors, au retour... De captivité? Non, au retour des États-Unis. Au retour de plus tard, quand je lui envoie... Oui. Elle me sort le cahier avec cette photo-là. Cette photo quand vous commencez à voler? Oui. Non, cette photo que j'ai envoyée de France. Ah, vous l'avez envoyée? De France. Elle me sort cette photo-là qu'elle avait collée en face de la photo américaine. Elle me dit, Ouldi Dlamtk. Quand tu m'as dit que tu allais devenir pilote, je n'y croyais pas. Elle avait les larmes aux yeux, et moi aussi. Et ce fut le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie. Il y a une autre photo, pour finir, à laquelle vous tenez beaucoup. Quand j'ai visité la base durant la cérémonie d'accueil dont je vous ai parlé, oui. J'ai rencontré des jeunes pilotes que je n'avais pas connus avant. Alors tout de suite, une idée m'est venue à la tête. J'ai dit, je vais demander l'autorisation d'effectuer un vol à cet âge-là pendant... J'étais à 3 mois de la retraite. On me l'accordait. Hein. Mon ami, mon camarade, qui est actuellement inspecteur des forces royales, général Boutarab, à l'époque il était capitaine comme moi, et il m'a autorisé à faire ce vol. Et j'ai voulu, à travers ce vol-là, donner l'espoir aux jeunes. Voici, je ne voulais pas leur dire que je ne regrette. Je voulais leur dire que je n'en regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Et c'était pour leur donner de l'espoir en tant que pilote. Donc le rêve est réalisé. Oui. Et après 25 ans, l'espoir est toujours là. L'émission arrive à sa fin. Mais avant de conclure, nous allons jouer un petit jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Capitaine Nejeb, si vous étiez un arbre, je choisirais le chêne. Le chêne parce que c'est le symbole de la virilité, de la longévité et de la force. Et puis, c'est un arbre qui est généreux, il nourrit. Il nourrit d'abord les animaux, ensuite il peut nourrir même les humains pendant les périodes de famine. Un fruit. Je choisirais l'orange parce que c'est le produit de mon pays. Une arme. Kalachnikov. Pourquoi? C'est triste. C'est triste de dire Kalachnikov, surtout en ces temps-ci. Oui.
parce qu'elle a joué un rôle dans l'histoire de la guerre du Sahara. Elle permet d'occuper le terrain. Sûr. Une ville du Maroc. Je choisirais Marrakech. Un stratège. Churchill. Un événement historique au Maroc. Il n'y a pas mieux que la Marche verte. C'est un événement extraordinaire. Surtout, ça a été la clé magique qui nous a permis d'entrer au Sahara. Un péché. Péché. La lâcheté, j'imagine. Oui, très très bien, la lâcheté. C'est un péché majeur. Une vertu. La fidélité, le loyalisme. Maintenant, il reste à poser une question. Vous vous adressez à ceux qui nous écoutent. Votre question. Je n'ai pas de question, j'ai un message. Allez-y. Dans cette guerre du Sahara, nous avons perdu des hommes valeureux. D'autres se sont sacrifiés pendant des années pour ce Sahara. Alors je demande à tous les Marocains, du haut de la pyramide jusqu'aux simples citoyens, que nous, Marocains, nous avons un devoir de reconnaissance et de mémoire à l'égard de ces gens-là. Et pour nous acquitter de cette dette, il faut faire en sorte de créer, de faire revivre le sentiment de citoyenneté, de dévouement, de courage et d'abnégation. Merci, capitaine Najeb. Merci, madame, de nous avoir suivis. Merci, monsieur, de nous avoir suivis aussi. Vous pouvez envoyer vos suggestions, vos remarques, vos critiques. L'adresse s'affiche et bonsoir.